Bonjour Amamazama. Vraiment heureux, très heureux d'être avec vous dans cette matinée, une matinée de discussion, une matinée d'échange. Alors Ama, on va quand même rappeler, on sait qu'on a un problème de mémoire ici, on va rappeler qui est Amamazama quand même. Donc vous êtes docteur en linguistique, hein. Vous avez été donc, je dirais, vous avez reçu votre diplôme de la Sorbonne, mais bon. On va dire que c'est de l'histoire un peu ancienne, puisqu'il y a une actualité d'Amamazama qui est beaucoup plus forte depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Vous enseignez au département d'études africaines à l'université de Temple University. Temple University à Philadelphie, avec le docteur Molefi Kete-Asante, hein, qui est le père de l'afrocentricité. Aujourd'hui, donc, vous êtes de retour sur votre terre natale ou sur vos terres natales. Ama, donc, on rappelle quand même que vous avez été l'une des premières à avoir posé ce qu'on appelle le créole. Je sais que c'est un terme que vous ne cautionnez pas, ne validez pas, la langue guadeloupéenne comme étant une langue avec une forte parenté, ou sinon une langue africaine. Aujourd'hui, alors, première petite question avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bien entendu. Première petite question. Aujourd'hui, cette place un peu folklorique que prend le créole, ça ne vous dérange pas un peu? Ça me dérange, mais je pense que cela fait partie d'un processus plus global. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté de travailler sur la langue autant. Parce que je me rends compte qu'en fait, la langue fait partie prenante de la culture. Et donc, ce qui me gêne, c'est la folklorisation de notre culture. Mais ça fait longtemps. Ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que même pour nous-mêmes, notre culture, c'est dans les centres culturels qu'elle se trouve, n'est-ce pas? On se met un costume en madras, on remue son bonda, et puis voilà, c'est ça la culture guadeloupéenne. Donc, le créole, c'est pareil, on a une méthode assimile pour apprendre à parler créole au blanc, etc., etc. Donc, tout ça, c'est très gênant, mais ce n'est pas étonnant. Pas étonnant par rapport à la définition qu'on voit aujourd'hui de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous serions des ultras quelque chose, quelque chose, des outre-mer, comme le dit notre président de région, les outre-mer, nous serions des ultramarins, des ultra-périphériques. Voilà. Donc vous sentez que cette culture, on la vit aussi d'une manière outre. C'est-à-dire que nous nous regardons de l'extérieur. Donc c'est une situation très bizarre, parce que on est à l'intérieur de quelque chose qu'on perçoit de l'extérieur. On se regarde nous-mêmes avec les yeux de l'autre, et malheureusement cet autre-là nous définit de façon négative, de façon péjorative. C'est que l'Occident n'a jamais vraiment accepté de voir l'Africain en tant qu'humain. Et je ne dis pas cela de façon légère, mais parce que quand on les étudie, on y reviendra tout à l'heure. C'est très clair. Ils ont posé la catégorie de race. Ils ont établi une hiérarchie. Et à l'intérieur de cette hiérarchie, bien sûr, il y a la notion d'inégalité, il y a la notion d'infériorité, mais il y a aussi la notion d'extra-humanité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment humains. Et nous n'existons que par rapport à eux, eux qui sont humains, eux qui définissent ce que ça veut dire qu'être humain, eux qui sont la norme humaine par excellence. On verra qu'il y a des implications politiques, on verra qu'il y a une cohérence dans ce système. Tout à fait. Contrairement à ce qu'un certain nombre de magiciens, j'allais dire, ce sont des termes un peu, vous m'excuserez, un peu profanes que j'utiliserai par rapport à certaines typologies qui prennent racine dans notre environnement et chez nos intellectuels. Apparemment, la rationalité serait d'un côté, mais en même temps, on reconnaît la rationalité du monde occidental, mais on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre cette définition biologique du noir et les implications politiques, économiques et les machines qui sont mises en route pour cela. Exactement. Voilà, alors donc Ama, oui. On va déjà, première question, l'actualité d'Amamazama. On sait que vous êtes excusez-moi l'expression, une bête de travail. Vous êtes quelqu'un qui ne cessait jamais de travailler, de réfléchir. Alors moi j'aimerais voir avec vous où en est, non pas Ama
en tant que tel, même si en tant qu'Africain, on sait que la santé, demander la santé est très important. Savoir comment va l'autre est très important, ça fait partie de la culture africaine. Mais Ama, bien sûr, sur le prisme de l'afrocentricité, autrement dit, où on est l'afrocentricité aujourd'hui. On s'était vu il y a 2 ans, on avait vu que le combat était difficile parce que les forces réactionnaires réagissent par définition. Et aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, puisque c'est là qu'il y a le terrain d'expérimentation le plus fort, le plus fertile, du moins peut-on le penser, on verra avec vous. Aujourd'hui, par rapport à votre travail à l'université, je pense que vous avez maintenant au Temple University quand même une classe ou 2 classes maintenant de docteurs, plus que ça, en tout cas voilà. Vous savez, nous avons déjà produit plus de 120 ou 130 docteurs en études africaines qui fonctionnent avec le paradigme afrocentrique. Okay. Donc nous travaillons effectivement, nous formons nos étudiants et nous les envoyons à l'extérieur, à d'autres universités ou ailleurs pour qu'ils continuent le travail. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous arrêter à Temple, justement parce que ça dérange. Et je pense qu'ils avaient sous-estimé l'afrocentricité, ils avaient sous-estimé ce que ça représentait. Il y a eu une grosse polémique d'ailleurs. Une grosse polémique. Ça fait 10 ans Vous avez vraiment. été mise en accusation même non, c'est moi. Oui, vous avez accusé et puis ensuite il y a eu des courriers qui demandaient un peu que vous vous calmiez car on trouvait votre attaque trop véhémente. Il y a 10 ans, j'ai un peu moins de 10 ans maintenant, attendez. En fait, ça a commencé il y a 10 ans, il y a à peu près 8 ans, j'ai dû intenter un procès à l'université justement pour arrêter leur attaque contre l'afrocentricité. Un procès d'ailleurs que j'ai gagné, et j'ai dit que j'ai pas gagné seul, j'ai gagné avec les ancêtres, parce qu'ils voulaient que ça soit comme ça. Et je pense qu'ils m'avaient mise là pour que je fasse ça. Et donc j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est vrai que c'est pas facile, parce que vous savez, les Blancs, ils vous pardonnent pas. Donc depuis, on est à couteau tiré, depuis, leur désir serait que je parte, bien sûr, comme on l'a fait à Santé Son Âme, mais on est là, on ne s'en va pas. Et on n'a pas l'intention de partir, on continue notre travail, donc de former des étudiants autant qu'on le peut. Donc 120 étudiants qui sont maintenant docteurs en études africaines. Est-ce que ça permet, propagande au sens positif du terme, est-ce que ça permet véritablement que cette afrocentricité vive et imprègne? Bien sûr, parce que nous produisons des livres, nous produisons une recherche, nous produisons des journaux, des articles, nous produisons des conférences, et ces étudiants eux-mêmes, ils forment d'autres étudiants, vous voyez. Donc nous avons un réseau afrocentrique intellectuel qui est très vivant, qui est là. Nous avons des moments de rencontre, par exemple la conférence Cheikh Anta Diop, on se rencontre une fois au mois d'octobre à Philadelphie. Et donc on a le Journal of Black Studies qui a été écrit par Molefi Asante et je suis en train de prendre le relais. Donc on publie des articles afrocentriques et c'est un journal qui est quand même très bien coté. Là on a fait il n'y a pas très longtemps une édition spéciale sur Barack Obama. D'accord, justement. On a fait une édition spéciale sur Barack Obama pour étudier un peu le phénomène Barack Obama. Cet engouement bizarre des Américains pour Barack Obama, un noir, qui est visiblement noir, comme je le dis, donc on ne peut pas cacher que Barack Obama soit noir, et aussi, si vous voulez, la virulence des attaques contre Barack Obama. Et un Barack Obama président des États-Unis, quelles seraient les implications pour les Noirs, etc. Donc c'est toutes ces questions qu'on a posées dans cette... Vous voyez, donc on a des tribunes, on a des espaces qu'on a créés et qu'on contrôle complètement pour donc justement continuer à diffuser cette pensée afrocentrique. Ce qui, moi, me frappe le plus au niveau du mouvement afrocentrique, c'est qu'il devient de plus en plus international. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait 20-30 ans maintenant qu'on parle d'afrocentricité, et c'est vrai que ça a perdu un peu de sa nouveauté. Je dis, il n'y a plus ces polémiques constantes. Ils essaient de nous minimiser, de nous marginaliser, mais comme je dis, nous on continue notre bonhomme de chemin, on fait ce qu'on a à faire. Sans vous couper, le nous, est-ce que c'est un même nous qu'on retrouve à peu près dans le monde noir, c'est-à-dire un nous, l'Occident, mais aussi avec ses relais à l'intérieur même de notre monde? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui empêchent
Est-ce que ce ne sont que les Occidentaux ou de plus en plus aussi, malheureusement, des Noirs. Voilà. Il y a toujours eu des suppôts, hein, des suppôts des traîtres, en fait, on peut le dire comme ça. Historiquement, nous avons toujours eu nos traîtres, hein, donc nous avons nos traîtres intellectuels, comme pendant la période esclave, on avait des traîtres qui trahissaient, qui allaient dire les esclaves en fuite, voilà, les marrons. Exactement, qui allaient dire, prévenir le maître qu'il y avait une révolte qui se fomentait, etc., etc. Comme disait Malcolm X, les house niggas. Voilà. Donc, effectivement, il y a de ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on le sait. Mais bon, à la limite, on peut pas, on sait qu'ils sont là. On essaie de les dénoncer quand on les connaît bien. Mais ils seront toujours là. Ça aussi, ce n'est pas surprenant. Ce qui serait surprenant, c'est qu'ils n'existent pas. Oui. Mais pour en revenir à ce phénomène d'internationalisation, c'est ce qui nous frappe le plus, Molefi et moi, quand on en parle, justement, et en particulier en Europe. Ça nous frappe énormément comment le mouvement afrocentrique est vraiment en train de se développer en Europe en ce moment. À ma grande surprise, Molefi me l'a montré, il y a maintenant un magazine afrocentrique qui sort en Norvège. D'accord. Vous voyez, imaginez, Okay, en oui. Norvège. Qui n'est pas un terrain d'immigration. Pas particulièrement, non, ça va à peine. Prégnant du monde négro-africain. Non. Et c'était vraiment. Pour nous, c'était une surprise, vraiment une surprise agréable. En Allemagne, j'étais en Autriche au mois de septembre, au premier congrès des femmes noires. Tout à fait. Et j'étais vraiment étonnée aussi de voir qu'il y a un mouvement afrocentrique là-bas. Parce que pareil, je ne savais à peine qu'il y avait des Noirs qui vivent en Autriche. Et pourtant, oui, ils s'organisent, ils font vraiment ce qu'ils ont à faire pour se prendre en charge. Parce que évidemment, les conditions sont très dures, hein, comme ce oui, qu'on l'imaginait. On connaît le la marquage France, identitaire autrichien. Bien sûr. Et la France, bien sûr, avec le courant d'Africamat et de Ménébuc, avec la conférence du mois de juillet, qui est maintenant une institution, mais en Angleterre aussi, etc. Et je crois que et en Afrique aussi, ça prend. Par exemple, maintenant, il y a aussi un magazine afrocentrique qui sort au Bénin. Depuis qu'on avait fait la conférence en 2003 sur l'afrocentricité, il y avait un des jeunes étudiants qui était là, qui était à la conférence, et qui a dit que ça avait changé sa vie, et qui se débrouille pour faire sortir son magazine afrocentrique. Donc, l'Afrique vue de façon afrocentrique en Afrique. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. C'est peu, dira-t-on, c'est vrai, mais c'est un début. Et c'est un début qui est encourageant. Alors justement, qu'est-ce qui aujourd'hui filtre? Qu'est-ce qui aujourd'hui émerge en termes d'idées fortes par rapport au socle afrocentrique qu'on connaît, c'est-à-dire la centration sur notre histoire, sur l'homme africain, sur ce qu'il a toujours eu, qu'il n'a jamais perdu, contrairement à ce que vous dénonciez dans Impératif afrocentrique, cette fameuse vision anhistorique, la fameuse tabula rasa que certains de nos créolistes ont cru bon de remettre sur le tapis. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les idées fortes qui ressortent aujourd'hui de ce courant afrocentrique? Ça me permet aussi de relancer ma question par rapport à l'avancée de ce concept, l'avancée de ce mouvement, ce qu'il y a de nouveau qui est apparu en termes de réflexion. Est-ce que vous êtes devenu plus politique au sens vraiment de la science politique, c'est-à-dire avoir un raisonnement par rapport à tout ce qui se fait, ou on reste encore, et tout est à l'honneur de l'afrocentricité, sur vraiment une réflexion sur la place de l'homme noir au cœur de lui-même? Il y a les deux, parce que pour être afrocentrique, il y a forcément, parce que au cœur de l'afrocentricité, c'est vrai, il y a cette notion que nous devons nous recentrer sur nous-mêmes et nous mettre au centre de notre propre existence. Mais il y a aussi, si on pose ça comme idée centrale de l'afrocentricité, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les implications pratiques. Donc effectivement, il y a des actions concrètes. Ce qui ressort le plus de mes discussions avec les uns et les autres et de mes propres réflexions, c'est que notre culture, plus que jamais, est fondamentale pour nous. Et je dis plus que jamais, par exemple, je parle de l'Europe, c'est peut-être pour ça aussi que l'afrocentricité prend aussi bien en Europe, où les Noirs se trouvent en position minoritaire et sont confrontés à un processus d'assimilation culturelle. C'est-à-dire que les Européens vont vous tolérer si vous vous comportez comme eux.
Surtout pas si vous insistez pour être vous-même. Et donc ils résistent et l'afrocentricité leur donne des armes pour résister, vous voyez. Et donc il y a cela et mais pourquoi aussi? C'est parce qu'il y a de plus en plus, je pense, cette prise de conscience que l'Occident est néfaste, que les valeurs occidentales ne sont pas de bonnes valeurs. Le matérialisme, l'individualisme, le manque de spiritualité, etc. Sans compter... Ce ne sont pas de bonnes valeurs par rapport au construit de l'homme africain. Maintenant, si les Occidentaux veulent vivre comme ils vivent, ouais. C'est leur problème après tout. Mais on pourrait dire ça, sauf que la façon dont ils vivent est une menace pour la planète tout entière. C'est ça. Donc on ne peut plus dire, ok, vous faites comme vous voulez. On ne peut plus dire ça. Regardez la catastrophe écologique. Ça, on est tous pris dedans. L'histoire de réchauffement de la planète, c'est quelque chose qui nous concerne tous. D'ailleurs, des éléments que vous développiez déjà dans l'impératif afrocentrique, sur l'alimentation, sur la manière, voilà. Toute cette représentation du goût, ouais. etc. La relation avec la nature. Voilà, donc c'est la pollution. Je pense maintenant à l'Occident vraiment comme le plus grand polluant. Polluant vraiment au sens propre, au sens physique, mais aussi polluant mental. C'est-à-dire que nous mettent des idées folles, des idées qui militent contre notre bien-être, vous voyez, et de façon insidieuse. Ils se servent de leurs médias pour propager des choses vraiment qui devraient être très problématiques. Par exemple, hier soir, je me suis trouvée très tard dehors, et parce que justement, j'ai fait une intervention à Pointe-à-Pitre, et il y avait une télé qui braillait et tout, et c'était cette histoire des couples, des Blancs, et qui parle donc de la pratique de l'échangisme sexuel, et donc il parle de ça comme ça. Je me dis, mais c'est aberrant. Donc il vous propose ça, ce n'est pas problématisé. Nous voilà tombant dans ça en se disant, mais puisque le blanc fait ça, peut-être que finalement c'est pas plus mal que ça. C'est très problématique ça pour la solidité d'une communauté, de la notion même de famille, etc. Et c'est tout ça un peu par le une interdiction d'interpeller, d'interroger voilà. les valeurs du blanc, voilà. Parce qu'il les a posées comme universelles. Voilà. Alors bien entendu, on peut aborder un certain nombre de sujets. On n'arrive pas, certains ici n'arrivent même pas à s'imaginer que l'Africain peut se poser des questions par rapport, par exemple, à l'homosexualité, sans développer aucune pensée homophobe ou quoi que ce soit. Ça, c'est le noir n'a jamais été haineux envers quiconque, mais certains n'arrivent même pas à penser qu'une société comme la nôtre puisse s'interroger, interroger. Non seulement puisse, mais doivent s'interroger sur la notion d'homosexualité. Effectivement, il ne s'agit pas d'aller harceler qui que ce soit parce qu'ils sont homosexuels, mais ce que l'Occident a fait, c'est de poser comme option quelque chose qui est vraiment contre nature. Et ça c'est tout à fait, encore une fois, c'est tout à fait dans leur logique, parce que quand on regarde leur développement, on voit que ce sont des gens qui se sont développés contre la nature. Ils se sont développés en contradiction avec la nature, en hostilité avec la nature. Donc ce comportement homosexuel qu'ils développent, mais vous savez, il y a pire. Je parlais des problèmes de pollution, etc., qui menacent même la vie humaine sur Terre, mais il y a aussi que les Blancs eux-mêmes sont en train de mourir de ces valeurs-là. C'est quelque chose dont on ne parle pas, dont ils ne parlent pas, mais qui est tout à fait réel, à savoir que les Blancs sont en voie de disparition. On nous parle toujours de l'Afrique qui est en train de se dépeupler, soi-disant à cause du sida, des famines et des guerres civiles. Alors que démographiquement, les statistiques mondiales montrent le contraire. Non, l'Afrique, au contraire, la population africaine est la population qui croît le plus rapidement. C'est ce qui fait peur. Et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur. Et en plus, quand il y a les deux leviers, c'est-à-dire une conscientisation au niveau des afrodescendants et aussi au sein de Kemet, au sein du continent, et en plus cette dynamique démographique. Cette dynamique démographique. Vous avez les Occidentaux donc ont très peur, et depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas récent. Déjà en 1929, le philosophe américain Bertrand Russell disait « Il ne faut pas qu'ils s'imaginent, il parlait de nous, que nous allons les laisser renverser le rapport de force par le simple biais de la... » Donc ils se préparent. Alors on se prépare à quoi? On se prépare à des armes de destruction biologique qui
sont spécifiques, peuvent créer spécifiquement pour les Noirs, par exemple. Stérilisation forcée. Qui a été d'ailleurs tentée par Walter Bousson à Azania. Hein, oui. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que 25 millions de femmes noires au Brésil, 25 millions de femmes noires au Brésil ont été stérilisées sans le savoir. Et donc il y a une propagande, une machine blanche qui est en place avec... on a du mal à imaginer une chose comme ça, mais les Nations Unies sont impliquées, la Banque mondiale est impliquée, the Population Council est impliqué, enfin toutes sortes. Jean Ziegler dans Les Maîtres du Monde, quelque part par rapport à la faim, etc., explique qu'il y a une propagande et une machine de guerre qui a été mise en place contre les populations dites du Sud, mais on comprend bien que c'est surtout... C'est surtout nous. Nous gênons beaucoup. Les Asiatiques gênent aussi, mais nous gênons beaucoup. Et donc, c'est très problématique tout cela, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les Blancs donc, ne se reproduisent plus, ou très peu, et ils ne veulent pas que nous reproduisions. Et donc la situation va devenir très tendue, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas l'intention d'arrêter de nous reproduire. Si les Blancs ont fait des choix, ça les regarde, mais nous, on fait d'autres choix. Cheikh Anta Diop nous le disait il y a plusieurs années, il nous disait qu'il est absolument impératif que l'Afrique se repeuple. Donc, il disait avec ce qu'on a subi, avec la traite négrière, etc., le dépeuplement de l'Afrique a été massif, il faut que l'Afrique se repeuple. Il y a beaucoup de place en Afrique, l'Afrique est sous-peuplée, l'Afrique a des ressources immenses. 20% des terres cultivables du monde se trouvent en Afrique, malgré la propagande qui nous fait croire que l'Afrique est en train de se transformer en un immense désert. Ce n'est pas vrai. Et donc je pense que c'est une situation très intéressante. D'ici 300-400 ans, le monde sera très différent. Très différent. Vous savez, on dit que dans 300 ans, il n'y aura plus d'Allemands. Oui, vous imaginez, c'est ça, oui, effectivement. Mais justement, Ama, on va rester sur cette idée-là, donc c'est Bernard Lewis en 64 qui, dans son ouvrage The Middle East and the West, avait mis en exergue ce concept des chocs de civilisation qui a été repris en 93 ou dans les années 90 par Samuel Huntington. En fin de compte, quand l'Occident met en avant pour sa population, pour ses peuples, cette idée de choc des civilisations, en croyant quelque part que certains, alors les arabo-musulmans, mais aussi les Kémites, les Africains, en veulent à leur héritage judéo-chrétien. Quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser, est-ce qu'ils sont pas en train d'inverser le problème, et que le choc des civilisations, c'est eux qui le créent, et en fin de compte, il est voulu. C'est pas les autres qui le veulent, et c'est eux qui le veulent, et qui ne peuvent vivre que dans cette dualité, dans cette logique oppositionnelle. Cette dichotomie en permanence. Il leur faut un ennemi. Et vous qui vivez aux États-Unis, je veux dire, le peuple américain a été éduqué avec l'idée que le diable doit exister. Donc il a été communiste, aujourd'hui il est arabe, il a été noir, et bon, il est toujours noir. Toujours noir. Toujours noir. Il y a le diable intérieur, qui sont les noirs, et il y a le diable extérieur, effectivement. Moi, c'était les soviétiques, les communistes, maintenant ce sont les arabes. Les arabes. Et puis notre ami Hugo aussi, Chavez qui... Oui, mais un petit peu moins. Ils sont vraiment polarisés sur... un moment c'était Cuba, etc. Mais ils sont vraiment polarisés sur les Arabes. Et donc au nom de la lutte contre le terrorisme, par exemple. Donc, c'est incroyable. Hein, c'est un pays incroyable. Oui. Hein, Patriot Act, j'ai lu quelques éléments du Patriot Act. C'est un déni des libertés fondamentales. Ils en ont profité. Ils en ont profité pour en quelques mois revenir sur des choses qui avaient été acquises depuis très très longtemps. Et le pire, c'est que les gens ne le savent même pas. Ils s'en foutent. Maintenant, on peut vous arrêter, vous mettre en prison sans même vous dire pourquoi, vous garder, vous n'avez même pas le droit de parler à un avocat, vous n'avez même pas informé votre famille d'où vous êtes, s'ils estiment que vous représentez un danger pour la nation américaine. Voilà. Donc... Par rapport à je reviens à cette idée de choc des civilisations, le regard afrocentrique par rapport à ça, est-ce que quelque part, il faut en découdre ou il faut laisser, je dirais, la bête mourir seule? Il faut faire les deux. Il faut hâter son trépas. Vous voyez? Donc il faut en découdre. Il faut se battre avec elle en sachant qu'elle est moribonde, mais quand même capable, capable encore de faire très mal. Et non seulement capable, mais qu'elle n'hésitera pas, quoi. C'est une bête méchante. L'Occident est une bête méchante.
Et je pense que quand, justement, maintenant qu'ils sont en train de décliner, qu'ils deviendront de plus en plus méchants. Justement, c'est pas, quelque part, est-ce que c'est pas à cela qu'on assiste? C'est pour ça que je vois, quand vous parlez, on sent dans le ton une certaine sérénité. On sait qu'il y a une révolte, mais quelque part, est-ce que c'est pas à cela que l'on assiste? Est-ce qu'on n'assiste pas, bon, comme on dit, au dernier geste macaque de l'homme blanc, qui sent vraiment qu'il est en train de perdre la partie, d'un point de vue économique, avec l'émergence de l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Afrique, quoi qu'on dise, il y a des choses qui se passent. On a vu au dernier forum, tous les forums sociaux là qui sont passés au Mali, au Burkina, on sent qu'il y a une force, on sent que certains, notamment des gens comme Hugo Chavez, reviennent sur des notions de dette, etc. On voit la résurgence des discours comme Sankara, de Sankara. On reconnaît aujourd'hui qu'il avait vu juste. Est-ce que tous ces propos, et on reviendra justement, on va l'illustrer par le fameux discours, un extrait du fameux discours de Dakar. Est-ce que quelque part, on ne doit pas quand même continuer ce combat, mais regarder ça avec sérénité, en disant mais c'est en fin de compte, bon, il y a laguer dernier geste à yo, dernier vita à yo, jambon, voilà, un peu comme le coq avant de mourir là, qui voilà, il va pousser un dernier cocorico. Non, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'effectivement je suis sereine, comme je vous l'ai dit, je suis sûre que le monde dans 300-400 ans sera un monde très très différent, qu'on a même du mal à imaginer. La question qui se pose pour nous, cependant africains, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons nous organiser? Parce que nous avons tellement vécu par rapport aux Blancs que certains d'entre nous sont complètement désorientés. Et par conséquent, comment nous organiser? Que faire? Il y a aussi un problème en Afrique maintenant, c'est la Chine. La Chine qui cherche à remplacer les pays occidentaux, la Chine qui convoite le pétrole africain, entre autres, et d'autres matières premières d'Afrique. Donc nous, comment on ne veut pas passer de sous l'égide des Blancs à sous l'égide des Chinois. Ça n'a aucun intérêt. Il est absolument temps que nous contrôlions ce que nous avons. Et pour nous, afrocentristes, la seule façon, c'est justement de développer notre conscience de nous-mêmes, donc être afrocentrique. C'est pour ça que, par exemple, mon filles est très impliquée dans le mouvement pour la création des États-Unis d'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, il a écrit le préambule de la Constitution des États d'Afrique. Il avait été invité lors de... Il était invité, il sert de conseiller privé au président sud-africain. Sénégalais, président Wade. Il a aussi été invité personnellement par Thabo Mbeki. Et donc, on sait que ce sont des gens qui jouent un rôle clé, justement, dans cette unification de l'Afrique. Donc, effectivement, il y a un aspect pratique, etc. On a parlé aussi de créer un secrétariat des intellectuels de la diaspora et de l'Afrique, dont la présidence serait confiée à Molefi Assanté. Je sais que là, par contre, c'est vraiment quelque chose vraiment d'important. C'est très important. Vous coupez, c'est la place des afro-descendants dans... Alors, on dit afro-descendants, mais bon, on va dire africains, mais bon, pour que le discours soit un peu plus lisible, et pour ceux qui nous écoutent, pour les afro-descendants, la place qu'ils vont occuper dans ce mouvement de renaissance africaine. Et ça, je pense que c'est peut-être une des résolutions les plus importantes et les plus intelligentes qui ont été prises par un certain nombre de dirigeants africains et d'intellectuels. C'est une idée qui avait été émise justement par le président sénégalais il y a à peu près 3 ans de créer cette 6e région d'Afrique pour intégrer la diaspora. Donc ça, c'est en train de se faire. Ça n'a pas encore été institutionnalisé parce qu'il y a des tas de problèmes, etc., de représentation, etc., etc. Mais ce dont je parle, c'est quelque chose d'autre en plus, n'est-ce pas, un secrétariat des intellectuels de la diaspora et de l'Afrique, et qui servirait, si vous voulez, de, comment on appelle ça, think tank, comme on dit en anglais, c'est-à-dire justement créer des idées, un centre de réflexion, et aussi pour conseiller les dirigeants africains, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Donc c'est très important, parce que si l'afrocentricité arrive à être le mouvement directeur au niveau théorique et idéologique, on aura fait un grand pas. Oui, c'est une belle victoire. Ça serait une belle victoire. La fameuse conscience victorieuse. Voilà. Voilà. Alors justement, bon, on va y revenir bien sûr dans le fil conducteur, c'est l'afrocentricité, mais on parlait un peu tout à l'heure de cette dimension irrationnelle de l'Occident, parce que
C'est dernièrement, c'est un ami africain qui me rappelait que la France avait appelé sa force d'occupation en Côte d'Ivoire la licorne. Et pourquoi? Alors, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi? Il dit non, pas ça. Dis-moi, la licorne, dans la mythologie grecque, déteste, mais a une haine féroce des éléphants. Vraiment. Donc, alors, vous voyez, ce petit exemple montre bien que nous sommes face à des gens qui n'oublient rien de ce qu'ils sont, et que même dans, soi-disant, cette politique sérieuse de géostratégie, de force militaire, on y met cette idéologie raciste, racialiste et hegelienne, quoi. Voilà, il faut montrer qu'on n'est pas, on n'est pas, nous ne sommes pas eux, quoi. Ouais. Alors, justement, à propos de ça, j'aimerais qu'on revienne à vous avez certainement entendu parler de la visite du président français, Nicolas Sarkozy, à Dakar, au Sénégal, et il a prononcé un discours que même certains intellectuels de gauche en France, bon, on sait que c'est des termes impropres, intellectuels, gauche et France, bon, mais ont jugé raciste. Alors, des éminents intellectuels comme vous savent pertinemment, quand je vais vous lire un extrait, vous allez tout de suite reconnaître d'où ça sort. Mais j'aimerais que, après cette petite lecture de 4-5 lignes, on vienne vraiment à ce problème de l'Occident, cette irrationalité dans apparemment ce système rationnel, cohérent, cette irrationalité qui nous empêche quelque part de comprendre et d'agir avec pertinence par rapport au mal qui est fait aux Africains. Alors, ce monsieur Sarkozy, discours de Dakar au sein de l'université Cheikh Anta Diop, le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas, pour la raison qu'il n'a jamais existé. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. C'est d'une violence raciste voilà. Voilà à quoi on peut aboutir aujourd'hui au XXIe siècle face à une peur. Et cette irrationalité, vous, quand vous lisez ça, outre, je suppose, le dégoût, qu'est-ce que vous percevez d'un point de vue, je dirais, analytique, d'un point de vue intellectuel, spirituel, moral, de tels discours qui ne sont pas nouveaux? Ce que je perçois, c'est la reconnaissance par Sarkozy qu'il y a en Afrique un désir d'être africain, et que c'est un désir d'être africain qui lui fait peur à lui en tant que blanc. Et donc, il essaie de nous dissuader de poursuivre ce désir-là. Finalement, à l'université Cheikh Anta Diop, Sarkozy n'est pas idiot. Je pense qu'il doit savoir quand même qui est Cheikh Anta Diop. Oui, on a dû lui dire au moins. On a dû lui dire au moins rapidement. Et le fait qu'il tienne ces propos-là à cette université nommée Cheikh Anta Diop est très, très intéressant, bien sûr. Vous savez, les Blancs ont un problème pour nous, c'est qu'ils veulent toujours nous dire qui nous sommes, ce que nous devons faire, qui nous devons être, qui nous ne devons pas être. Et donc pour moi, cela c'est encore, c'est dans cette même logique raciste où je vais dire, moi, petit président d'un petit pays, la France, n'est-ce pas, je vais dire à ces Africains ce qu'ils doivent faire, comme si on le lui a demandé. Est-ce que les Africains vont en France et aux Français ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? Vous voyez, donc c'est vrai, il y a ces tissé de choses, c'est complexe, en même temps c'est très simple parce que ça répond toujours à la même logique raciste où l'occidental définit l'Africain comme un enfant, bien sûr, pour nous dire, pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais ce que je sens, comme je dis au début, c'est que ça gêne Sarkozy. Sinon, on n'aurait pas pris la peine de le dire. Bien sûr, ça le gêne. Parce qu'il sait qu'il y a, c'est vrai, il y a un mouvement en Afrique où les gens se disent, bon, mais ça suffit, il faut vraiment qu'on arrête un peu ici, qu'on pose même l'espace d'une minute. Et
C'est vrai, les résurgences du discours de Sankara, mais aussi de Kwame Nkrumah. Quand on pense maintenant à ce désir d'unification de l'Afrique, ça c'est sûr que Nkrumah, c'est en 57. C'est sûr que maintenant, 50 ans plus tard, on s'est dit, mais il est temps de retourner à Kwame Nkrumah. Il est aussi temps de retourner à ce que Cheikh Anta Diop disait sur la nécessité pour l'Afrique de s'unir. Et donc... Et si l'Afrique veut s'unir, c'est précisément parce que l'Afrique a ce sentiment de l'existence d'une unité africaine. Comme disait Césaire, le malheur de l'Afrique a été de rencontrer l'Europe. Ça, c'est sûr. Et ça a été le bonheur de l'Europe. Oui, le bonheur de l'Europe. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on voit un peu les jeux, je veux dire, les flux financiers. Il y a une étude, je ne me rappelle plus, qui avait été faite, qui montrait que l'Europe, c'était du gagnant-gagnant uniquement pour... Ouais. Mais comment expliquer, Ama, que de tels discours... Bon, nous avons par exemple ici des représentants du parti de Sarkozy. On ne va pas les nommer, c'est pas la peine, mais on les connaît. UMP et compagnie, et même certains qui se disent opposants en tant que socialistes. Comment expliquer que de tels discours ne permettent pas à nos représentants, députés, sénateurs, de faire une lettre ouverte, quelque chose qui puisse dire à ce président, qui est leur président, qui est leur chef, quelque part, puisqu'ils sont élus de la nation, acceptent le jeu de ce pouvoir-là. Comment expliquer qu'on puisse avoir une telle facilité de langage, une telle facilité d'insulte, et que des gens, je veux dire, d'origine africaine ou africains, ne puissent même pas, alors qu'ils ont un rôle politique, puissent pas dire, mais écoutez... Non, mais ça non plus, c'est pas étonnant, parce qu'encore une fois, ils se regardent avec le regard de Sarkozy, avec le regard du blanc. Donc effectivement, eux-mêmes, ils sont d'accord. Est-ce qu'ils se savent même africains? Est-ce qu'ils se sentent africains? Non, pour eux, ils doivent regarder l'Afrique. Comme une dame m'avait dit, une amie qui est venue me voir au Bénin, elle lui avait dit que moi, je pars en Afrique, il y a trop de mouches, et il fait trop chaud. Donc c'est pour ça, pour elle, l'Afrique, c'est ça. Donc c'est triste, hein, mais beaucoup d'entre nous avons ce regard... encore une fois, extérieur par rapport à l'Afrique. Donc, non, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne savent même pas que Sarkozy est en train de parler d'eux. Et même si Sarkozy parle d'eux, ça ne les gênerait même pas parce qu'au fond, ils sont d'accord avec Sarkozy. Oui, tout à fait. Que le noir est inférieur et le blanc supérieur et que le blanc a le droit d'aller en Afrique, donner des leçons à l'Africain, d'ailleurs à l'Africain ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Mais c'est incroyable. Hein. Ils ont énormément de toupet, ces gens-là. Moi, je dis, l'arrogance des blancs, c'est peut-être leur caractéristique principale. Cette arrogance. Oui, c'est ce manque d'humilité face à l'histoire, mais en même temps, aujourd'hui, comment expliquer, Ama, quand même, que il y a aujourd'hui des éminents intellectuels. Alors, je parle pas ici en Guadeloupe, parce que je pense qu'il y a une espèce d'atonie ou aphonie ici sur les discours de rupture, mais il y a quand même aujourd'hui avec l'internationalisation, bon, je vais pas parler de mondialisation, mais en tout cas de la pensée noire, on a des références, Garvey, Malcolm, etc. Ouais. Après, plusieurs écoles, plusieurs types. Il y a des concepts opératoires comme l'afrocentricité, il y a des combats, il y a des choses qui... Comment expliquer que c'est maintenant, par exemple en Guadeloupe, qu'il y ait un affaiblissement? C'est maintenant qu'on lâche prise, c'est maintenant qu'on relaie le discours du blanc sur nous-mêmes. Et je voudrais un peu évoquer, un peu glissant, et cette conception du tout-monde qui me semble assez problématique en tant que réponse à l'Occident. Mon analyse est très simple, hein. Elle est peut-être réductrice, c'est primaire, mais je pense que la raison pour laquelle on assiste à cela en Guadeloupe, c'est qu'en Guadeloupe, on a le ventre plein. Les Français nous donnent à manger, ils nous donnent bien à manger. on est gavés. Là, on va rentrer dans ces histoires de Noël. On a nous qui est tombé en champagne, on a nous qui est tombé en tout bitin. Et donc, c'est bon, on a le ventre plein. Quand on a le ventre plein comme ça, on n'a pas vraiment le temps de penser. La digestion, ça ralentit tout. Hein. Donc, une digestion permanente, c'est pas possible. Donc, non seulement on consomme les biens matériels de l'Occident, mais on consomme aussi les concepts de l'Occident, on consomme l'imaginaire de l'Occident. Nous sommes vraiment dans un pays de consommation, consommation alimentaire, mais encore consommation mentale, etc. Et les choses qu'on problématisait il y a même 20-30 ans en Guadeloupe, j'ai fait un tour un petit peu de quelques boutiques, j'étais vraiment étonnée de voir qu'en Guadeloupe 2007, j'arrivais pas à trouver de poupées noires, c'est toutes les poupées blanches, les Barbies horribles. Et pourtant Garvey dès les années 20 avait monté cette fameuse fabrique. Voilà, et donc...
et je vois les mamans qui achètent ces poupées blanches pour leurs petites filles sans s'en rendre compte que ce qu'elles sont en train de faire, la violence, qu'elles sont comment dire, qu'elles vont introduire dans l'existence de leur enfant et créer des problèmes pour le reste de la vie de ces enfants-là, n'est-ce pas? La poupée blanche qui représente la beauté, l'idéal, etc. Donc on continue dans tout ça, on continue à consommer l'Occident. Et ça me ramène à la question qu'on avait évoquée avant, à savoir quand il n'y aura plus les poupées blanches, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Quelle poupée on va prendre? Prendre des poupées chinoises bientôt. On va prendre des poupées chinoises. Et c'est là vraiment, je crois que c'est un moment fondamental pour nous. Vous savez, les Guadeloupéens se disent, j'ai entendu ça et j'ai déjà eu des discussions quand j'évite de parler trop. Les gens me disent oui, on ne nous respecte pas. Je dis mais on ne peut pas vous respecter si vous n'êtes pas respectable. C'est tout ce qui compte pour vous, c'est d'avoir le ventre plein et vous ne vous posez jamais aucune question sur ce que vous êtes en train de faire en Guadeloupe, parce que même le sens de votre existence en Guadeloupe, à part le boire, manger, dormir et jouer la vie, pourquoi est-ce qu'on va vous respecter? C'est si vrai que j'aimerais illustrer ce propos que vous développez avec cette pertinence. Dernièrement, justement, je branchais ma radio et j'entendais un historien. On va taire son nom, et il s'interrogeait sur la complexité des relations maître-esclave pendant l'esclavage, et notamment entre les maîtres et les femmes noires, et qu'il disait que c'est très difficile de simplifier ces relations, car ses recherches lui avaient permis de montrer de voir qu'un certain nombre de maîtres blancs avaient légué des biens, de l'argent, et c'est dit c'est dit sur l'antenne, par exemple des RFO, c'est dit par cet historien et qui explique effectivement que c'est une histoire complexe et que tout n'était pas violence, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on peut dire ça en Guadeloupe. C'est vraiment une abomination, c'est une insulte, hein. C'est une insulte pour la mémoire de nos ancêtres. Le maître, par définition, est cruel. Donc, je sais, peu importe qu'il ait laissé de l'argent ou quoi que ce soit, ça n'a absolument... C'est la théorie du bon maître. Voilà, mais c'est pas possible, la théorie du bon blanc, n'est-ce pas? Il ne faut pas parler comme ça, il y en a qui sont gentils, j'ai de bons amis. Mais c'est pas ça le problème, c'est un système. Tout à fait. Il faut regarder le système. Le fait que le blanc, il ait légué des trucs, ça veut dire qu'il avait déjà accepté ce système de l'esclavage. Il a peut-être essayé de l'adoucir un peu, il a peut-être essayé de s'acheter une bonne conscience à la dernière minute, mais il n'a jamais remis en question le système de l'esclavage. Et puis je veux dire, il serait étonnant d'admettre qu'il puisse avoir des histoires d'amour entre un maître violent, raciste, et sans prendre en compte, d'une part, soit l'aliénation, soit la contrainte, soit la violence. Exactement. Mais on peut pas croire qu'une femme noire africaine voyant son frère, sa sœur, tout son peuple dépérir puisse tomber amoureux. C'est forcément une relation psychanalytique qui est analysée là. C'est impensable. C'est impensable. Et aujourd'hui, sous couvert de scientificité, on peut dire ces choses-là. On le dit parce qu'on est malhonnête, on le dit parce que soi-même on cherche à excuser ses propres faiblesses et ses propres compromis. C'est ça, hein, en fait. Donc on cherche dans l'histoire des rationalisations, des choses qui nous permettent de nous raccrocher et de justifier à nos propres yeux nos propres comportements lâches et traîtres. Il nous reste 10 minutes, Ama, justement, donc on va rester, parce que je crois que c'est un peu le cœur, nous sommes, les problématiques du monde africain, bien sûr, sont des problématiques qui intéressent tous les mondes africains, entre guillemets. Nous sommes en Guadeloupe, on va essayer de rester un peu plus collé à cette réalité. Vous avez certainement entendu parler de cette notion, ce concept du tout monde, de Glissant, qui propose des identités rhizomes contre l'identité racine, qui selon lui seraient des impasses. Il parle de créolisation, de processus inaltérable, de paradigme de l'échange. Est-ce que quand un Antillais, entre guillemets, un Afro-Caribéen, un Afro-descendant, développe ce type de concept, est-ce qu'il n'est pas dans un regard
du blanc sur lui-même. C'est-à-dire que où a-t-on vu que l'identité africaine est une identité close? Où a-t-on vu que l'Afrique n'était qu'une espèce de culture à minima? En quoi l'ouverture de l'homme africain sur toutes les cultures africaines, bien sûr, qui ont un socle, on le sait depuis Cheikh Anta Diop et depuis ses travaux, en quoi ce sont des identités closes? En quoi nous sommes dans des impasses en étant africains? Parce que le blanc est-il dans une impasse quand il est blanc? Parce que, je vous donnez la parole, en même temps, on sent bien que cette pierre n'est pas jetée dans le jardin du blanc. Il n'en a, excusez-moi l'expression, il n'en a rien à foutre de votre identité racine, etc. Il vit sa vie de blanc. Donc, c'est forcément adressé aux Antillais. Alors, vraiment, quelle est l'utilité? Alors, sous couvert de talent littéraire. Oui, avec de grandes envolées lyriques, etc., etc. Non, mais ça, l'idée de la culture africaine comme une culture fermée, ça, c'est une idée profondément occidentale. Hein. Vraiment, ça c'est dans la catégorie principale de discours racistes sur l'Afrique. Et donc, ils vous disent non, il faut être moderne, il faut être dans l'ouverture. Et vivre ensemble. Voilà. Et l'ouverture, c'est quoi? L'ouverture, c'est eux. C'est la même chose que Sarkozy disait, en fait. Arrêtez de vouloir être vous-même. Arrêtez ça. Il n'y a pas d'avenir dans ça. L'avenir, c'est nous, les Blancs. Vous voyez, il le dit pas comme ça, mais en fait, c'est ça. C'est le même discours. Moi, j'avais lu ce discours, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est vraiment, c'est le même ramassis d'ineptie coloniale, etc. Et donc, ce discours du tout le monde, etc., où il ne faut pas être soi-même, au contraire, il faut être ouvert. C'est encore, ça participe de cette logique, de cette mythologie occidentale. D'autant qu'on peut pas exclure le problème politique. On ne peut pas exclure c'est-à-dire que vous n'avez aucune souveraineté, vous êtes pris par les règles de l'OMC, de l'ONU, etc. Et vous parlez de tout le monde. Et vous n'avez pas le droit de vous déplacer parce que faut voir ce qui l'immigration, comment on vous refoule et on peut et les Noirs peuvent parler de tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on dépasse quand on parle de tout le monde? On dépasse rien du tout. Ce qu'on dépasse, c'est simplement, encore une fois, enfin, on dépasse rien du tout en fait. Je sais pas ce qu'on veut dépasser, mais on dépasse rien. Oui, nous à l'arrêt. Non, nous à l'arrêt, on est dans sa conscience de coloniser, content de l'être en fait, et en train de donner, d'essayer de, recycler les idées occidentales en leur donnant une nouvelle, une nouvelle apparence verbale, mais surtout, ce ne sont pas nos idées à nous. Non, il faut être nous-mêmes, c'est absolument indispensable. Le blanc lui-même, le blanc est fort, il est lui-même, il est content d'être lui-même. J'ai jamais entendu de blanc se définir comme métis, jamais. Il n'y a que nous qui fassions ça. Les Chinois ne se définissent pas comme métis, ils sont chinois. Or, on sait très bien qu'historiquement, tous ces gens-là viennent de nous. C'est nous qui insistons pour dire que nous sommes métis. C'est vraiment le monde à l'envers. Et même Ranichou Rakidi a pu montrer qu'il y a une présence très forte de l'Afrique, au-delà de l'histoire même de l'Homo sapiens sapiens, tout au long du processus de formation de ces sociétés. Et pourtant, ces sociétés se définissent. Comme n'étant pas nous, et elles sont très claires là-dessus. Mais nous, on est dans la confusion totale. Et parce que c'est une sorte de tout monde d'ouverture. Et ça, c'est la confusion, en fait. Donc, on n'a pas de frontières bien définies. On sait plus qui on est, en fait, on s'en fout. Bon, c'est ça. Oui, on est là, on mange, on boit. Comme avait dit l'autre, fils d'esclaves et de ses maîtres. Voilà. Alors, justement, on reste sur cette idée-là, et après, je vous ferai conclure. On va laisser peut-être 2-3 minutes pour que vous puissiez conclure. Ama, quelque chose qui m'effare ici, en Guadeloupe, c'est cette idée de tous les Noirs sont en quête identitaire. Alors pour illustrer ça, et je vous fais rebondir là-dessus, dernièrement, bon, je ne lui en veux pas, je voyais un reportage sur une danseuse chorégraphe qui parlait d'un style qu'elle a créé, la danse K. Donc, la danse K. Donc, je regardais cette femme danser et tout ce que je voyais, c'est une africanité, s'exprimer. Et j'entends cette femme expliquer que sa quête identitaire, qu'elle est en quête identitaire. Alors à l'antenne là, elle dit mais quand on va chercher, quand vous retrouvez, c'est-à-dire que tu danses sur du gros cas, ta gestuelle, tes cambrures, tout l'esthétique, merci du mot, est
sont africains et tu es en quête identitaire encore. On entend encore tel chanteur, tel artiste dire oui, je cherche mon identité, alors qu'on va chanter assis musica, on va parler langa, on va c'est rythme africain et que penser de cette espèce de folie de soi-disant de quête identitaire, même quand on a trouvé quelque chose. C'est parce que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On ne peut pas reconnaître l'Afrique quand on n'en sait rien du tout. Et aussi, c'est peut-être la peur. C'est-à-dire qu'il y a ça en nous, n'est-ce pas? Mais on essaie de nier, on essaie de trouver un autre nom pour nommer l'Afrique qui est en nous et qui n'est jamais morte en nous. C'est très bizarre, effectivement. C'est très bizarre. Je connaissais une peintre africaine-américaine qui faisait de très très beaux tableaux, des masques africains, etc. C'était l'Afrique quand on la voyait. Mais quand elle vous disait que non, elle n'était pas africaine. Et pourtant, quand elle prenait son pinceau, je vous assure que c'était l'Afrique, mais l'Afrique puissante, à travers cette femme qui ne voulait pas entendre dire qu'elle était africaine. Donc, c'est encore une fois cette confusion. Et puis, je pense que notre problème fondamental, et j'aimerais peut-être conclure là-dessus parce que je pense à ça de plus en plus, que notre problème fondamental, où que nous soyons, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent, c'est notre relation à l'Afrique. C'est une relation qui est une relation encore très troublée. Nous n'acceptons pas l'Afrique et ça nous pose énormément de problèmes. Donc nous cherchons l'Afrique, même quand elle est là, nous continuons à la chercher sous une autre forme et à lui donner un autre nom parce que nous ne voulons pas assumer l'Afrique. Alors justement, pour continuer, on va dire c'est la première partie de votre conclusion. Dans la conclusion de cet entretien, j'aimerais que vous puissiez effectivement, sur cette idée de cette peur de nommer, cette peur de dire, que vous y intégriez la spiritualité et notamment ce que pourrait apporter un changement de paradigme et quasiment, je dirais, j'aime pas le mot, mais une conversion vers par exemple le vaudou, vers un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus proches. Voilà, vous avez une minute. J'ai une minute pour faire tout ça, mon Dieu. Non mais c'est l'aspect, c'est vrai, quand je parle de cette peur d'Afrique, il y a au cœur de l'Afrique, comme on le sait, au cœur de la culture africaine, c'est la spiritualité. Et donc, effectivement, il y a cette peur de cette spiritualité africaine. Et c'est ce que l'afrocentricité dit, c'est que tant que nous ne serons pas réconciliés avec nos dieux africains, nos divinités africaines, nous resterons dans un état de confusion totale. Nous serons en errance, en état d'errance, en fait. Quand on parle de tout monde, d'ouverture, c'est que nous sommes en fait en état d'errance. Parce que nous avons quitté notre port d'attache et nous n'avons pas encore retrouvé ce havre dans lequel il ne peut y avoir de paix. C'est un havre spirituel et c'est l'Afrique. Retourner à une spiritualité africaine, c'est fondamental. Retourner à des divinités et puis aussi tourner le dos à un Dieu blanc, méchant qui nous a été imposé. Le vaudou, vous savez, ce n'est qu'une religion. Entre autres, il y en a d'autres. Et le mot simplement vaudou fait extrêmement peur aux gens. C'est pour ça que moi, parfois, j'évite de le prononcer. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est absolument indispensable parce que cela nous permettra de nous remettre debout en sachant que nous reposons sur les épaules de nos ancêtres. Et au cœur de l'Afrique, il y a ça. Il y a cette vénération, ce respect pour les ancêtres. Nos ancêtres ici en Guadeloupe, qui ont subi tout ce qu'ils ont subi, et puis nos ancêtres en Afrique, notre histoire bien sûr commence bien avant l'esclavage. Je dis toujours l'histoire de la Guadeloupe, ça n'a pas commencé en 1635. C'est donc renouer avec cette profondeur historique et culturelle qui est la nôtre et qui nous donnera donc la substance existentielle et essentielle dont nous avons besoin. On va remercier Brother Jimmy, le site B-Word Connexion. On sait le travail que fait le frère. L'idée du jour, la pensée du jour pour conclure, ou le proverbe d'Amama Zama, ce qui l'accompagne et qu'elle aurait peut-être envie de communiquer à toutes les sœurs et tous les frères qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Parce que bon parole palais là. Bon parole palais. La pensée du jour, c'est que Kwanzaa approche et que nous ne devons jamais